Bonjour, Doyen Mawete. Bonjour, Doyen Mawete, pourriez-vous vous présenter? je suis Mawite Maxosila Nangane Congo, éditeur Pyramide Papyrus Press et puis essayiste. Je travaille beaucoup sur tous les phénomènes sociaux, politiques, économiques qui concernent la communauté africaine, dans le monde en tout cas. Doyen Mawete, j'ai lu votre ouvrage, Nous ne voterons plus, et cela a suscité en moi quelques questions dont je voudrais partager avec vous et que vous m'en parliez un peu plus. Les élections sont-elles effectivement inutiles pour vous? Toutes les personnes qui ont lu cet ouvrage reviennent sur la question de l'inutilité des élections. Quelqu'un même m'a interpellé et m'a dit, mais vous finirez par parler de l'inutilité de la politique. Bon, puisque les élections sont une partie importante de l'activité politique. En fait, je pourrais dire que non, les élections ne sont pas inutiles. Oui, les élections posent des problèmes qu'elles ne devaient pas poser. Donc la question de l'inutilité des élections, notamment en Afrique, se pose de plusieurs manières. D'abord, nous sommes entrés dans une manière de voter qui n'est pas conforme, qui n'est pas adaptée à l'Afrique. Nous avons hérité un modèle électoral qui, nous l'avons hérité de nos anciennes puissances coloniales. Et vous savez que l'élection africaine n'est pas cachée. C'est-à-dire ce qu'on dit, vote on peut, à bulletin secret et tout ça. Il n'y a pas de bulletin secret. Lorsque on choisit quelqu'un, on vient devant lui. Et ce qui était dans la tradition, on met les personnes à choisir devant et puis les gens viennent faire derrière eux, s'alignent derrière eux. À la fin, on compte et on sait et tout ça. Bon. Cette histoire d'élection, ça devient inutile. Pourquoi? Parce que à chaque fois qu'on annonce les élections, qu'il y aura des élections, plusieurs personnes sortent et viennent se présenter, ils disent qu'ils sont candidats. Et l'inutilité, c'est qu'ils font trop de promesses, de belles promesses. L'inutilité commence à partir du moment où ils critiquent les actions de leurs prédécesseurs, mais après avoir, par exemple, accédé au pouvoir, ne font rien de tout ce qu'ils ont promis. Il semblerait que les politiciens sont inconscients de l'importance des relations, des responsabilités auxquelles on les attend. C'est pour ça qu'on parle de l'utilité. Mais dans l'ouvrage, vous avez vu dans la page 4, on dit « Oh, si tu fariaka, tokoku fale susu, nous allons encore mourir. » Et donc, l'inutilité, nous, on ne veut pas mourir. On dit, si on meurt, chaque fois, après, on dit, ah, on est mort juste pour ça, quoi. C'est là qu'il a. Vous voyez comment se pose la question. Il dit, on meurt avant, pendant et après l'élection. On meurt. On se divise. On se divise. Il y a des gens qui, même au sein des familles, qui ont des opinions divergentes, qui ont des choix divergents, qui ne se parlent plus, qui ne s'entendent plus. Les familles sont divisées pour rien. Parce que la beauté ou la qualité des promesses fait que souvent on vote pas, on vote mal. Parce que c'est la photo, c'est la photo de la personne qui est là. Mais souvent, on ne sait pas ce que cette personne a déjà fait et ce que cette personne est capable. Donc, on ne connaît pas le profil de la personne qui est capable de réaliser ses promesses électorales. Bon, l'inutilité, les gens se disent, bon, donc, on s'est divisé, on s'est disputé, on est séparé. Et puis, à la fin d'un mandat, on se demande que la personne veut encore d'ailleurs être
souvent, on commence un premier mandat, il dit, moi, je ferai qu'un seul mandat. Il jure. Et à la fin du premier mandat, la personne jure, à la fin du deuxième mandat, plus jamais je ne ferai ça. À la fin du deuxième mandat, il jure encore. Après le troisième mandat, non, il y a des gens. Et après ce troisième mandat, il jure encore. Donc, on a vu ainsi les gens qui sont restés à l'équivalent de 4, 5, 6 mandats et qui sont partis. D'ailleurs, ils échouent parce que la mort les a arrachés. Ils ont échoué à cause de la nature. Mais s'il reste là, il se présente encore. Les politiciens ne peuvent pas expliquer pourquoi ils se représentent. Qu'est-ce qui leur a manqué au mandat précédent pour en demander encore un autre? C'est un défi de dire, voilà, j'ai promis, je vais faire tel nombre de routes, je vais faire des écoles, et tout ce qu'on a promis. Et les candidats qui veulent continuer, ou celui qui vient, n'a pas les moyens de justifier comment il va faire. Bon. Donc, le vote est fait par des fanatiques. Pratiquement tout le monde est inconscient, mais bon, si on n'était pas content cette fois, on s'est dit, c'est fini. On fait partir quelqu'un, même si on estime qu'il est meilleur que celui qui veut venir. Donc, tout ça, c'est à cause des méfaits, des conséquences négatives sur la cohésion sociale, sur la prospérité. Toutes ces conséquences négatives font dire aux gens que les élections sont inutiles. Bon, ce n'est pas mon propos. Moi, je fais des enquêtes sur plusieurs centaines de personnes. Donc, par exemple, ça, c'est à peu près 6 ans, si j'arrondis, 6 ans d'enquête avec les gens des différents pays, des différents âges et tout ça. Même ici en Europe, il y a beaucoup qui disent que ce n'est pas la peine de voter, quoi. Puisqu'on sait déjà qu'est-ce qui va se passer. C'est les problèmes qui est là. Les gens disent que les élections sont inutiles parce qu'ils savent qui va gagner et ils savent que cette personne ne réalisera pas ses promesses. J'ai assisté un jour à une campagne électorale où un monsieur s'est levé, puisque ça s'est passé dans une usine, et dit, bon, au lieu que nous, on continue à produire, on nous a fait venir ici pour choisir un candidat. Et le candidat qui est là, qui est venu faire campagne, a déjà eu 3 mandats. Bon, c'est pas un président, mais nous considérons que toute élection a les mêmes enjeux. Et le monsieur dit, bon, je crois que nous savons déjà ce qui va se passer. Pour cela, la prochaine fois, s'il vous plaît, ne nous dérangez pas. Nous pouvons déléguer nos femmes pour pouvoir dire, vous savez qu'on appelle faire les yo-yo, quoi. Et puis nous, pendant ce temps, on travaille parce que le pays a besoin de la production. Donc voilà les raisons qui amènent les gens à penser que les élections sont inutiles. Et en tant qu'anthropologue, je veux dire que la politique est un art très, très, très important pour la société. Une société ne peut pas vivre sans conscience politique. Une société ne peut pas vivre sans mœurs politiques. Et le fait que les mauvais résultats se répètent, c'est à cause de ça que les gens disent tout ça. Donc, lorsque les élections se font, il n'y a pas on ne change pas les idées, on veut changer les hommes. Donc, selon vous, d'après ce que vous venez de dire, vous supposez que la population n'a pas assez de conscience politique? Alors, je pense que une des plus grandes erreurs, depuis même l'époque des nationalistes jusqu'aux démocrates, c'est de n'avoir pas eu le temps d'expliquer au peuple qu'est-ce qu'était le nationalisme, qu'est-ce qu'un nationaliste. Il y a même eu des guerres de libération, des luttes armées, et tout ça. Et beaucoup de gens sont morts. Après, les partis nationalistes, certains partis ont adopté des idéologies venues d'ailleurs. Donc c'est un parti de droite,
Bon, il n'y avait pas de gauche-droite à l'époque. Mais c'était un parti communiste, un parti, on dit, nationaliste, mais qui va appliquer une politique socialiste et tout ça. Donc, les gens, puisque c'est l'économie qui fait vivre, les gens, les nationalistes, et après surtout les démocrates, n'ont pas eu, n'ont pas expliqué, n'avaient pas, les nationalistes ne l'avaient pas fait. Aujourd'hui, ceux qui s'appellent les démocrates, ils s'adressent souvent à leur peuple en utilisant la langue de l'ancien colonisateur. C'est-à-dire que les anciennes colonies portugaises, on parle de la démocratie en portugais, c'est les colonies anglaises et puis les colonies... Toute forme, on parle dans la langue du colon. Et l'échec du colon, je pense que tous les colons avaient échoué parce qu'ils ne se sont pas adressés au peuple colonisé dans leur langue. Et il y a beaucoup de malentendus. Vous voyez? Alors, ces malentendus font que on peut considérer que les degrés de conscience historique est très faible. C'est-à-dire que, bon, ça se limite, bon, dans les quartiers, on n'a pas d'eau, on n'a pas... ça, c'est pas la conscience historique. Hein. Dire, se plaindre qu'il n'y a pas d'eau, il n'y a pas d'électricité, et dire que, bon, lorsqu'on va faire des démarches à l'administration, ça traîne beaucoup et tout ça. Ça, c'est pas de la conscience historique. C'est pas ça. C'est, malheureusement, on confond réclamation et donc capacité, la persévérance à réclamer, on est confondu avec la conscience historique. Donc le manque de conscience historique, y compris et malheureusement d'abord au sein de la classe politique, le manque de conscience historique est à l'origine de la complication de leurs tâches. D'accord, merci. J'ai encore une autre question. Depuis 1990, on entend souvent parler de démocratisation et alternance démocratique. Pourriez-vous nous en dire, nous parler de cela? Oui. Enfin, ce qui s'est passé en 1990, il y a eu un sommet en France, ici on appelle le sommet de la Baule. C'est une ville du sud-ouest de la France. Et au cours de ce sommet, le président François Mitterrand, avait dit que désormais, puisque les peuples se plaignent des dictatures, désormais on va instaurer la démocratie. Les pays, l'aide au développement sera liée à la démocratisation. C'est-à-dire que les institutions, toutes les institutions doivent se poser. Moi, c'est une opposition entre, c'est la remise en question du nationalisme, si je peux le dire comme ça. Donc, les sommets de la Baule, à partir du sommet, il y a eu dans plusieurs pays africains ce qu'on appelait les conférences nationales. Dans un pays comme la RDC même, on a poussé les bouchons très loin, on a parlé des conférences nationales souveraines. Et les juristes ne savent pas que ce n'est pas une institution. La conférence nationale est une institution consultative et provisoire. C'est-à-dire, après avoir fait ça, on fait des propositions et ça s'arrête là. Donc, ce n'est pas partir de cela pour faire un changement politique. Donc, depuis cette époque, on prétend que la dictature en Afrique est finie en 90. À partir de 1990, tout le monde se déclare démocrate. C'est-à-dire qu'on se bat pour être bien vu d'ailleurs ici en Europe, il faut être démocrate. Et les gens ont juré sur ça jusqu'à accéder au pouvoir. Et donc c'est ça, il se passe que les pays, la démocratisation a consisté à transférer la façon dont la politique s'est fait en Europe. C'est-à-dire, voilà, donc on a fait un transfert du système politique européen vers l'Europe, vers l'Afrique. C'est ce qu'on appelle démocratisation. Ouais. Voyons, Mawite, justement, en faisant ce transfert, ce qui aujourd'hui se fait beaucoup, on peut aller quelque part et adopter une idée parce qu'on a vu que chez l'autre ça fonctionnait.
et j'arrive, je l'adopte aussi. Mais là, on parle quand même de politique. Donc, est-ce que en Afrique, ils n'ont pas paramétré ça selon le paradigme africain, cette démocratisation? Pas du tout. Ah, Ce que je veux dire d'ailleurs, la difficulté, c'est que nous sommes passés de la colonisation à la démocratie. Oui. D'accord? Bon, donc, les anciens colons sont devenus des démocrates. Attends, ils étaient démocrates pour eux, chez eux, mais eux, ils deviennent les modèles de démocratie. Après avoir été colons et esclavagistes, ils deviennent les modèles de démocratie pour l'Afrique. Et ce qui fait que, d'ailleurs, cette année, en tout cas 2026, en tout cas 2027, 2028, jusqu'à 2000, il y a beaucoup d'élections qui vont se passer ici en Afrique et par exemple aux États-Unis. Mais tous, peu importe, la démocratie est devenue une qualité, être démocrate. Malheureusement, il n'y a pas pour le moment une expérience démocratique réussie en Afrique. Il n'y a pas. Et j'ai dit que une expérience démocratique du type occidental est réussie, c'est-à-dire qu'on fait exactement comme ici, les élections, et un bon choix des élites et tout ça. Et la preuve de ce que j'ai dit, c'est qu'on est revenu à des coups d'État. Hein? Bon, alors, il y a des coups d'État du type ancien, c'est-à-dire inspirés par les colons, et il y a maintenant des coups d'État de notre type, notamment dans les Sahel, inspirés par les peuples. C'est très, très, très compliqué. Donc, globalement, ce qu'on a appelé la démocratisation, c'est-à-dire les renoncements au nationalisme, à toute forme de nationalisme, et la situation dans laquelle on se trouve depuis 36 ans. Et la démocratie est venue avec d'autres problèmes. Jamais, même la liste de libération armée n'a pas conditionné autant de morts que la démocratie, parce que chaque fois les gens se soulèvent, ils réclament des droits qui ne sont pas. On pense que il y a quelqu'un, ça y est, la classe politique aujourd'hui est devenue comme la représentation de la colonisation, hein, des colons. Hein. Certains parlent même d'endocolons. Parce que s'il faut résoudre les problèmes de l'Afrique de la même manière que l'Europe résout ses problèmes, ou bien de la même manière où l'Afrique fut gérée à l'époque de la colonisation, eh bien, la question de la démocratie, c'était une question très difficile. Et pour terminer, surtout qu'à l'heure actuelle, aucun pays n'a traduit dans une de ces langues les termes démocratie afin qu'ils puissent parler au peuple. Donc, c'est faux. Il n'existe pas aujourd'hui un peuple africain qui connaît ce que c'est la démocratie. Alors, à la suite de cette démocratisation, on parle beaucoup, voilà, ce qu'on appelle l'alternance démocratique. C'est-à-dire qu'il faut que systématiquement, dans un calendrier, selon un certain nombre de critères, avec le soutien des observateurs internationaux, donc venus principalement des anciennes colonies européennes, qu'on organise des élections et que d'autres personnes viennent. L'observation que nous faisons dans l'ouvrage, qui n'est qu'une petite introduction de cette problématique, est qu'il y a toujours alternance des personnes, mais il n'y a pas d'alternance des idées. D'ailleurs, on a proposé un ouvrage alternance globale. C'est-à-dire que si nous voulons faire une bonne démocratie, il faut changer et les hommes et les idées sur lesquelles il y a ça. Récemment, j'ai entendu un politicien souhaiter pour son pays une économie du marché et tout ça, par exemple. Bon, donc les politiciens, africains travaillent en Afrique
comme s'il était en Europe. Mais c'est des très bons politiciens. On a des très bons politiciens. Mais ils œuvrent, on dirait qu'ils n'ont pas conscience qu'ils sont ailleurs, tu vois. Madame Aminata Traoré avait parlé dans son ouvrage en 2002-2003, enfin en tout cas, un ouvrage dont il parlait du viol de l'imaginaire. Il y a en Afrique une situation, une sorte d'apartheid, vraiment de l'apartheid. C'est-à-dire que lorsque on dit que tel pays est en train d'avancer, ces pays avancent et de plus en plus occidentalisés. C'est-à-dire on met des routes, des immeubles, tout. Enfin, tout ce qui est en Europe, on dit que les pays avancent. Par contre, ces modèles, c'était une sorte d'apartheid. Bon, on ne mettra pas avec ça ce qui s'est passé en Afrique du Sud. Mais il y a deux peuples dans chaque pays. Il y a une élite qui vit exactement comme en Europe, et puis le reste de la population, comment je veux dire, qui n'arrive pas à réaliser le syncrétisme entre l'Afrique ancienne et celle qui doit se moderniser. Et c'est pour ça que nos aînés, nos papas parlent de la Renaissance africaine. Donc, vous pensez qu'il y a une déconnexion? Il y a une déconnexion conceptuelle. C'est-à-dire que nous, en Kikongo, on dit « Mwanango Ngo ». C'est-à-dire les descendants du léopard étaient léopards. Or, nous sommes des descendants, nous sommes politiquement dans une situation où le léopard a donné des lapins ou des brebis comme descendants. Et c'est bien, nous ne sommes plus des léopards, mais nous sommes comme l'ouvrage là, on parle des lions herbivores. Ça dit que la situation, il faut que je parle ici avec violence parce que les gens doivent observer. Tu es dans ton village, tu as la gratuité de la terre, tu as la gratuité de l'eau, parce que ce sont des choses naturelles. Donc naturellement, tu n'es propriétaire de rien avec les autres gens, tu as une nature, une terre fertile, et tout ça. Et tu viens en ville, en tant que politicien, tu demandes à ce qu'il y ait des élections démocratiques. Bon, pour qui? C'est la question. Les élections, on les fait pour qui? Parce que il y a Franklin Bukaka, dans les années 60, avait chanté, on appelle les bûcherons. Dans cette œuvre, il dit que les gens que nous avons choisis ont préféré la prospérité matérielle. Mais ces gens reviennent vers nous à chaque fois qu'il y a une élection. Nous devenons importants que lorsqu'il y a une élection. Donc, il y a un trou entre le moment où une élection est terminée et le moment où un mandat est terminé. Pendant cette période, la classe politique n'a pas de contact avec le peuple. D'accord? La classe politique revient au peuple à chaque élection. Voilà un peu ce que nous avons retenu comme leçon, parce que lorsque nous avons eu des entretiens pour écrire l'ouvrage, les gens, ils parlent beaucoup. Ils parlent beaucoup et ils se sentent imbécilisés. Et ils disent que bon, nous sommes des peuples imbéciles parce que notre dignité est affectée. Donc, on ne demande pas aux politiciens, en fait, on ne demande pas aux politiciens africains de construire une nouvelle Europe. D'ailleurs, un de nos maîtres qui parle de la Renaissance africaine, le professeur Asante Ketemolefi, dit ceci que la vocation de l'Afrique n'est pas de devenir l'Europe. La vocation de l'Afrique est de redevenir l'Afrique. Et donc, voilà comment se posent les problèmes de la démocratisation. D'accord. Donc, nous sommes en perte d'identité. Nous sommes en perte d'identité. La démocratisation, c'est-à-dire l'Europe nous incitant à nous démocratiser, connaît ses intérêts. C'est un problème géopolitique. Professeur, merci. Mais une toute dernière question. Comment faire pour recruter désormais nos dirigeants? Ah, c'est une question difficile. Alors, puisque moi, on me l'a proposé, j'ai dit que
J'ai quelqu'un que j'apprécie beaucoup dans les lectures, dans le cadre de mes formations. Son nom doit revenir. Il s'appelait Dumas. Et lui, il disait, dans un de ses livres intitulé Les célébrations de la vie, il dit, il faut réfléchir globalement et pratiquer ça localement. Et la classe politique veut résoudre les problèmes, tous les problèmes en même temps. Et n'a pas appris au peuple de patienter, de comprendre que les choses ici, l'histoire de l'Europe que nous regardons aujourd'hui, c'est le fruit de plusieurs siècles de travail, de réussites et d'échecs. Et il faut qu'ils soient prêts à dire que nous allons travailler, ce n'est pas sûr que nous allons réussir. Mais les choix ne peuvent pas être n'importe quel choix pour l'Afrique. Quand on me dit économie des marchés, bon, celui qui a été à l'école, qui comprend ce que c'est l'économie des marchés et qui regarde l'Afrique, regrette d'avoir un tel politicien. Attention. Vous pensez que pour l'instant c'est trop pour l'Afrique ou ce n'est pas adapté à notre civilisation? Alors, ce que je veux dire, les politiciens doivent connaître les besoins fondamentaux de son peuple. Oui. Par exemple, aujourd'hui, j'étais en Angola l'année dernière et j'ai entendu, on a lancé un cri à partir du Portugal, le parti Chega avait lancé que aux pauvretés femmes, parlant de l'Angola. Et moi qui suis nutritionniste, je me suis intéressé à la question. Je n'ai pas encore fini. Mais j'ai dit non. Si le peuple a faim, il a faim de quoi? Donc, il y avait une surchauffe sociale en juillet de l'année dernière. Les gens sont partis piller les magasins. Et je suis parti dans les magasins pour voir qu'est-ce qui a été volé. En fait, les gens arrivaient, ils volaient tout ce qui est européen. Donc, pour eux, ne pas être pauvre, c'est consommer ce que les Européens consomment. C'est extrêmement grave, d'accord? Pourtant, l'Europe prend beaucoup de choses de l'Afrique, mais n'en parle pas. Hein? Imagine quelqu'un ici, pendant toute la journée, il n'a pas bu du thé ou du café ou du chocolat. C'est impensable. Ici, en Europe. Et de même dans les pays du Moyen-Orient. Oui, mais Doyen Mawete, en Europe, ils font la promotion de leurs produits. Moi, je constate que quand je regarde les chaînes, il y a des moments où on parle pas des moments, mais tous les week-ends, on parle d'une spécialité d'un terroir, les produits du terroir. Donc, peut-être que l'Afrique aussi devrait faire la promotion d'elle-même. Les gens que j'ai consultés, et d'ailleurs, ce n'est pas un seul endroit, ça change chaque fois et tout ça, m'ont dit que la classe politique est déconnectée. Et excusez-moi, et quand je dis la promotion d'elle-même, c'est la promotion d'elle-même pour elle-même. Oui, évidemment, l'expérience, c'est qu'en allant dans les supermarchés de Luanda, j'ai constaté que tous, ils n'ont volé que les biens de consommation européens. Et sur la même période, il y a ce qu'on appelle à Luanda, en Angola, les Zungueros, c'est-à-dire les marchands ambulants. On a trouvé qu'on vend la nourriture locale est vendue et n'est pas volée. Les gens ont dit qu'ils avaient faim, mais ils sont partis, ils avaient faim des produits européens. Donc, nous constatons avec les gens que nous avons consultés qu'il n'existe pas une conscience des besoins fondamentaux du peuple. Les gens pensent que le peuple a besoin de l'augmentation des salaires, que le peuple a besoin d'avoir des belles voitures. On ne parle que de la consommation. Donc, les problèmes des langues nationales, les problèmes d'identité, les problèmes de dignité sont des problèmes politiques. Et en écoutant les discours, tout ça, on ne parle pas de ces problèmes des besoins fondamentaux.
on ne parle pas, on parle des problèmes, bon, on va investir dans les routes, on va investir dans l'école et tout ça. Bon, mais quelle école? Bon, on me dit, on va investir, c'est ça la promesse politique, c'est l'investissement. C'est ce qu'on appelle, c'est l'accroissement, c'est ce qu'on appelle l'accumulation, c'est le problème de l'accumulation. Donc, richesse, qu'on va y prospérer, c'est l'accumulation, chacun doit accéder à un nombre de biens matériels. Donc, et la dignité, vous voyez, le problème de dignité n'est pas suffisamment posé. Donc, on pourrait dire, pour conclure, que les politiciens, si les politiciens travaillaient à éduquer le peuple, à lui donner conscience, c'est-à-dire prendre avec lui conscience de ses véritables besoins, et il serait capable de lui donner un rythme. Parce que nous manquons de tempo. Ok, d'accord. Professeur Mawete, merci. Doyen Mawete, merci. Merci beaucoup. Donc, nous avons abordé quelques questions sur le livre du professeur Mawete. Nous ne voterons plus, mais nous recruterons désormais nos élites. Livre que je recommande, car j'ai trouvé cela très intéressant. Et avec les informations qu'il vient de nous donner, cela ne peut que nous enrichir et justement nous reposer la question sur notre identité, notre renaissance. Car tout peuple passe par là pour pouvoir se libérer de ce qui lui a été imposé. Merci beaucoup, doyen Mawete. Merci, merci madame.